Amis de la culture, bonjour. Ah, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. On était pas mal occupé à faire d'autres choses, hein, comme on dit. Et donc on va se faire aujourd'hui un petit tour de potager. On va se balader, on va parler de pas mal de choses, de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Je vais m'arrêter sur certaines choses. On va parler des courgettes, des piments, des melons, des tomates en fin de vidéo. Alors, un petit mot sur les tomates. Cette année a été un peu particulière sur la météo. Avec voilà, pas mal de pluie, on va en parler au fur et à mesure. Mais globalement, voilà, une charge d'arrosage beaucoup moins importante que d'habitude, mais ça a été au détriment de tomates notamment, et puis d'autres choses. Allez, on se balade, c'est parti. Alors on commence par les courgettes ici surtout sur cette planche là. Les courgettes, comme il y a eu beaucoup d'eau, ça a plutôt bien donné. J'ai quand même eu de l'oïdium à mi-saison, hein. En juillet il y a quand même beaucoup d'oïdium. Donc il y a beaucoup de feuilles qui ont cramé. Et puis pas besoin d'arrosage, ça c'est l'avantage, c'est un légume qui a besoin quand même de beaucoup d'eau. J'ai juste fait 2-3 arrosages depuis mi-août là pour essayer de redonner un petit coup sur la fin de saison. On voit qu'il y a pas mal de fleurs qui repartent. Les plants étaient plutôt début août plutôt mal en point, mais là ça repart bien un peu partout, il y a des fleurs. Donc je pense qu'on va pouvoir récolter encore quelques courgettes. Globalement ça a été une bonne production de courgettes, hein. J'ai pas pesé mais ça a été une bonne année à courgettes. Ce que je ferai peut-être l'an prochain, ce que j'ai pas fait cette année, mais je pense que ça peut avoir un intérêt, c'est de ressemer de la courgette début juin, sur le mois de juin, entre début juin et début juillet, pour avoir une production de septembre et octobre qui sont un peu plus riches. Parce que là, on voit que là, du coup, j'ai des pieds qui arrivent en fin de production, ils commencent à être fatigués. Je pense que je vais encore récupérer quelques courgettes, mais ça mériterait effectivement de faire un deuxième semis début juillet par exemple pour avoir vraiment de la production sur septembre-octobre, sous réserve que l'année le permette et qu'on ait des beaux mois de septembre-octobre. Donc courgettes plutôt positives cette année. Alors j'ai mis des tournesols. Il y a plusieurs qui posent la question pourquoi est-ce que je mets des tournesols. Alors déjà ça met de la verticalité, c'est visuellement assez sympa au potager d'avoir effectivement cet effet volume qui amène de la 3D, hein, pas juste un potager en 2D mais un potager en 3D, c'est toujours plus agréable. C'est assez visuel pour tous les pollinisateurs, les oiseaux, les insectes que moi je veux attirer au potager, donc ça se voit de très loin, donc ça me permet aussi d'attirer toute une biodiversité qui m'intéresse, des abeilles, voilà, plein de choses. Il y a beaucoup de bourdons dedans, on voit qu'il y a plein d'insectes qui sont intéressés par ces grands tournesols très visuels. Ça fait aussi une production, hein, déjà de biomasse parce qu'on voit que c'est quand même assez ligneux, ça se tient bien, donc c'est assez riche. J'imagine le rapport carbone-azote doit être assez intéressant. Donc ça permet de faire un paillage qui peut être intéressant. Et puis ça permet de récolter des graines pour plein d'usages. Je voulais faire un poulailler, j'ai pas eu le temps cette année, mais c'est toujours en projet, donc je vais le faire. Et ça peut effectivement juste couper des têtes, les garder au chaud et puis les donner comme ça aux poules pendant la saison. Ça peut être assez sympa, picorer directement dedans. Et puis on peut manger nous aussi les graines de tournesol, bien sûr, hein, en les préparant. Alors je l'ai pas encore fait, mais peut-être que c'est un test que je vais faire, préparer des graines de tournesol à manger à l'apéro comme ça. C'est une petite idée de choses à faire. Donc les tournesols visuels, intéressant pour la biodiversité, et puis ça crée une production quand même de choses à récupérer, que ce soit en biomasse ou en graines. Et donc allez-y, semez des tournesols. Alors ici sur cette planche là, j'ai principalement du piment. C'était la nouvelle planche que j'avais fait, je vous avais mis une vidéo hein, sur comment j'avais préparé cette planche là. Je peux vous remettre un lien d'ailleurs quelque part. J'ai des piments, je suis plutôt content les piments, c'est la première année que j'en fais, là c'est des cayennes, et là j'en ai ramassé déjà 4-5, et là j'en ai encore une bonne dizaine, une bonne quinzaine sur pied. Je vous mettrai une petite photo en incrustation. Donc plutôt une réussite sur les piments, c'est top. Alors après voilà, pourtant il n'y a pas eu de grosse chaleur cet été pour ces piments là, mais là la fin de saison qui est assez chaude, ça les a bien aidés à rougir, donc ça c'est une bonne réussite cette année, les cayennes. J'avais d'autres variétés de piments qui ont un peu moins bien fonctionné, mais les cayennes ici, impeccables.
Donc c'est que des graines, hein. À chaque fois je vous parle de ça, c'est des semis que j'ai fait, enfin vous aviez vu les vidéos en début d'année. Les piments, hein, ça se lance très tôt, parce que c'est assez long à pousser. Donc dès février, il faut commencer à semer des graines au chaud, avec les problématiques qu'on a de lumière, d'humidité, etc. Je reviens pas dessus. Mais plutôt bien les piments. Donc là, c'est la première année que j'en fais, donc je vais voir comment je vais les utiliser. Peut-être sécher, peut-être dans de l'huile pimentée, peut-être voilà. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre des idées dans les commentaires. Si vous avez des bonnes recettes ou des bonnes astuces pour conserver les piments. Sécher en poudre, j'imagine, voilà, ça peut faire un petit aromate à rajouter dans la cuisine. Alors juste derrière, il y a les patates douces. Donc c'est encore trop tôt, voilà, c'est trop tôt pour encore récolter, donc ça on en reparlera quand je ferai la récolte, je vous mettrai des photos, je ne sais pas encore, hein, il y a des feuilles, on voit que ça a bien pris. Peut-être que la récolte va être toute pourrie, hein, ça j'en sais rien, donc j'attends de voir, là ce sera la surprise, mais j'essaierai de filmer ça quand je ferai cette récolte là. Derrière j'ai quelques courges, mais j'ai parlé globalement des courges, on en reverra tout à l'heure, voilà, les courges c'était plutôt une année assez sympa. Allez, la suite. Alors, on fait la suite en caméra embarquée. Donc là, du chou cabu. Donc bon là, comme d'habitude, hein, je traite rien. Donc j'imagine qu'ils se sont fait un petit peu taquiner par des pyrites, des altises, des limaces, je sais pas trop quoi, mais ça commence à paumer quand même. Donc voilà, ça c'est. J'espère pouvoir récolter quelques choux, pouvoir faire de la choucroute. Les tomates que j'ai derrière, on va en reparler. Bon, on voit, ça c'est pour la petite anecdote, j'ai du bambou qui repart. Je vous avais dit quand j'avais préparé ma zone de culture là que j'avais des bambous juste à côté, ici. Et il me manque visiblement quelques rhizomes dans le sol. Donc voilà, quand je vais enlever les cultures, quand les choux auront été récoltés, etc., je remettrai un coup de pioche là-dedans pour enlever les quelques rhizomes qu'il me reste. J'ai 2 endroits où ça ressort, donc voilà, je m'y attendais un petit peu. C'est toujours compliqué de tout sortir la première fois. Mais voilà, je pense que là, une fois que je vais enlever les 2-3 endroits où ça repousse, je vais être tranquille. Allez, la suite. Alors sur la planche suivante, on voit une petite tomate là, il m'en reste, hein, je vais en reparler. Ici j'avais quelques tomates cerises aussi. Là un petit carré de pommes de terre que j'ai déjà récolté. Ici, j'ai un pied de poivron. Celui-là, ça devait être un greffé que j'avais acheté. Effectivement, j'ai 5 poivrons sur le même pied ici. On voit que les pieds greffés, hein, ça fournit quand même pas mal. Mais bon, c'est un coup. J'en ai quand même eu quelques-uns de mes poivrons semés. Mais on voit que les pieds greffés, c'est quand même le niveau du dessus. Mais bon, après, c'est une histoire de coût et puis de philosophie. Allez, la suite. Alors ici, j'ai des maïs. J'ai 2 variétés de maïs. J'ai des maïs doux et des maïs durs. Les maïs doux, on a commencé à en manger quelques-uns. C'est la première fois aussi que je faisais des maïs doux. C'est bon, hein. Ça peut se faire, voilà, on peut commencer à les passer 10 minutes dans l'eau bouillante et puis après on peut les manger tels quels, ou on peut les repasser à la poêle après, les snacker avec du sel, des herbes de Provence, ce qu'on veut. Je les ai pas testés au barbecue, il paraît que c'est très bon. Mais voilà, ça c'était plutôt pas mal. Peut-être que l'an prochain j'en referai peut-être un peu plus, à voir. Faut juste bien les récolter au bon moment. C'est là la petite contrainte, c'est qu'il faut, voilà, à un moment donné, quand ils sont bien gorgés de sucre, là, quand ils sont bien à la maturité exacte, eh ben, c'est là où ils sont les meilleurs. Il ne faut pas les récolter trop tôt ni trop tard, sinon ils vont durcir. Donc voilà, c'est la petite contrainte à récolter au bon moment. Après, juste derrière, j'ai des maïs durs pour les pop-corn. Ça, j'en avais déjà fait l'an dernier. C'était des glaces Gem, là, les maïs un peu colorés. Alors après, quand les pop-corn sont faits, on n'a pas des pop-corn colorés, hein, mais les maïs sont assez jolis visuellement. Et donc voilà, ça, du coup, on attend plutôt la maturité pour les récolter. Juste derrière, je vous mettrai une photo. J'ai ma consoude là qui grossit bien, que j'ai planté, ça va faire 1 an et demi maintenant. Là, cette année, j'ai dû la rabattre 2 ou 3 fois, je sais plus. Mais voilà, ça grossit bien. Là, ce que je vais faire, je pense que je vais la dupliquer, enfin la dédoubler, la multiplier, exactement. Voilà, en récupérant des bouts de racines dans des godets. Apparemment, ça repart bien.
Allez, la suite. Juste derrière les maïs, j'ai un fenouil qui est monté en graines. Ah, ça sent l'anis, hein, il n'y a pas de débat. Hein. Ça sent bon. Il y en a qui aiment le pastis. Hein. Fenouil. Les maïs sont derrière moi, on vient d'en parler. Là ici j'avais fait une petite tour à melon. Bon, ça a grimpé un petit peu, mais il manquait du grillage là pour aller en bas, donc c'était un peu compliqué. Mais pareil, pour la première année, j'ai du melon. Bon, ils sont pas énormes, mais on a mangé un ou deux déjà, ils sont bons. Donc voilà, deux melons. Ici j'ai un potiron bleu de Hongrie qui est grimpé tout seul, hein, c'est pas moi qui l'ai mis là, hein, donc je le laisse. Peut-être qu'il va tout faire s'écrouler, j'en sais rien. Parce que c'est quand même un peu brinque-ballant comme on dit. Mais voilà, potiron bleu de Hongrie. Donc là, comme les melons, hein, on les récolte une fois que une fois qu'ils se détachent en fait. Hein. Une fois que le pédoncule est sec, que tout est sec, on les détache. Surtout les potirons, ils se conserveront mieux comme ça une fois qu'ils sont bien à maturité. Contrairement aux courgettes, hein, il vaut mieux les récolter petites, sans graines. C'est beaucoup plus simple à préparer et puis elles sont beaucoup plus tendres. Faut pas faire le concours de la plus grosse courgette, hein, sauf si on veut faire ses graines. Mais les courgettes, plus on les récolte petites, déjà ça va obliger le plant à en reproduire. Donc le plant va reproduire plus de courgettes que si on laisse des grosses courgettes arriver à maturité, c'est moins intéressant. Allez, on enchaîne. Allez, on se refait la suite en caméra embarquée. Alors, il y a juste de laisser partir une abeille charpentière. Là, c'est des grosses abeilles noires qui font un espèce de bruit de bourdon. Il y en a pas mal hein, cette année, je trouve. Hein. Il y en a plus que d'habitude. Donc ça, c'est super pour la pollinisation. Elle était dans les grosses fleurs de courgettes. Ici, j'ai une tour avec des concombres. Donc j'ai parlé des cucurbitacées déjà, c'était une bonne année, des concombres. Alors encore une fois, première fois que je faisais, j'ai fait beaucoup de nouveautés cette année. Et on a quand même mangé pas mal de concombres. Là j'avais 5 pieds, donc je les ai pas comptés, mais on était bien à manger une dizaine de concombres cette année, donc ça c'est cool. Donc là j'avais fait une petite tour pour les faire grimper, parce que comme j'ai pas trop de place au sol, j'essaye de faire grimper tout ce que je peux, tout ce qui voudrait bien grimper. Donc là j'ai fait une petite structure. Au pied là j'ai un céleri, branche. J'ai un petit mot tiens sur du coup j'ai de la bourrache là. En fait j'avais pas de bourrache sur mon terrain. J'ai semé un peu de bourrache il y a 2 ans et puis cette année aussi j'en ai refait. Et puis là on voit que c'est une plante qui se ressème un peu facilement, un peu toute seule, un peu partout. Ça peut presque être considéré comme une envahissante, mais moi j'aime bien. C'est coloré, tout se mange dans la bourrache, hein, les fleurs, les feuilles. C'est plutôt bon, c'est un petit goût d'iode, d'huître, de concombre, un peu dans ces goûts-là au niveau de la fleur. Donc c'est pas inintéressant à mettre dans des salades. Et puis là maintenant je vois que ça se ressème un peu partout sur mon terrain, donc ça c'est cool. Juste derrière, j'ai des betteraves. Donc là il va falloir que j'en ressème. Je reparlerai peut-être un peu tout à l'heure du potager d'automne. Pour l'instant j'ai rien fait, mais il y a pas mal de petites choses à refaire. Je referai peut-être une vidéo d'ailleurs détaillée sur le potager d'automne. Il faudrait que je ressème des radis. J'ai déjà commencé à semer en godet des petites bricoles, mais des radis, des salades, des choux, des navets, enfin voilà, il y a plein de choses à refaire. Des betteraves, du coup on peut en refaire maintenant là, pour l'automne. Donc ici des betteraves, au hasard. Hein. Voilà, j'ai des betteraves à récolter, donc ça c'est cool. Après derrière, là j'ai plus grand chose. Pareil, j'ai pas mal d'œillets d'Inde qui, je sais plus, j'en avais replanté, enfin ressemé en godet cette année, mais j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal qui sont ressemés tout seuls, parce que j'ai pas souvenir d'en avoir mis autant. Derrière, j'avais mis quelques asperges, mais les asperges faut 2-3 ans, donc là voilà, je les laisse vivre là pour l'instant. Alors la planche suivante, ça va aller vite. On va la faire comme ça. Donc là, il n'y a plus grand chose. Là, j'avais un parterre de basilic qui a bien donné cette année. On a fait du pesto plusieurs fois. Et puis ici, j'ai plus grand chose ici sur cette planche là. J'ai des poireaux que j'ai remis ici.
Donc là on voit qu'il y a... Alors un petit mot, je peux vous faire un petit mot sur pourquoi est-ce que je laisse les herbes qu'on pourrait appeler mauvaises envahir comme ça les zones de culture. Tout simplement parce que moi le principe c'est de ne jamais laisser la terre à nu. C'est un principe qu'on se donne, je ne suis pas le seul à faire ça, c'est un principe, la terre dans la nature n'est jamais à nu. Donc soit elle doit être paillée, soit elle peut être cultivée, ce qui n'empêche pas qu'elle peut être paillée aussi d'ailleurs. Soit elle doit être... l'idée, autant que faire se peut, c'est qu'elle soit, elle soit garnie de plantes. Alors on peut semer des engrais verts, donc là je pourrais enlever tout ça, et puis mettre un engrais vert à la place. Bon, l'intérêt d'enlever toutes ces fleurs qui sont venues là toutes seules sans effort, et puis de rajouter un engrais vert, c'est beaucoup de boulot pour finalement le même résultat. C'est que la terre soit protégée des intempéries, du soleil, du vent, de la pluie, que les insectes, la biodiversité, les champignons, tout ça soit aussi protégé dans le sol. C'est pour ça qu'on laisse la terre couverte. Si je mets une terre à nu, dès qu'il va faire chaud, ça va faire une croûte. Dès qu'il va pleuvoir, ça va ruisseler. Voilà, donc c'est l'objectif. C'est pour ça que la terre à nu, c'est comme ça, elle reste vivante, elle reste bien structurée. Et c'est pour ça qu'on cultive sur des terres qu'on les laisse jamais à nu, ou alors on les paille. Comme ça, on les protège aussi. C'est une façon de protéger la terre, c'est de les pailler. Donc voilà, il y a des zones, quand j'ai enlevé des cultures, je vais semer de l'engrais vert. L'an dernier, j'ai fait facélie, moutarde, enfin il y a plein d'engrais verts. On peut faire des pois aussi pour des fabacées pour amener de l'azote. Mais ici, je laisse les herbes. Quand je vais vouloir cultiver, si à un moment je vais vouloir à l'automne mettre des radis, etc., je vais simplement enlever tout ça. Ça va me faire de la matière organique. Soit je peux laisser en paillage sur le sol, soit que j'entasse sur un tas de compost à côté. Mais voilà, c'est pour ça que je suis pas un ayatollah du désherbage. Je laisse faire. Je vais juste enlever ce qui peut être en concurrence avec ce que je cultive. De temps en temps, le liseron, c'est un peu emmerdant. De temps en temps, le chien-dent. Moi, je suis pas trop emmerdé avec le chien-dent, mais ça peut être chiant. Il y a quelques emmerdeuses comme ça, comme disent certains, qu'il faut arriver à contenir. Bon, après, globalement, il y a plein de choses qui ne sont pas si gênantes que ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de ces plantes-là, naturelles, qu'on peut appeler adventisme, mauvaises herbes, etc., qui sont comestibles. Donc c'est toujours le débat de les enlever. On pourrait les manger, mais je les enlève et puis à la place, je plante une salade que je vais jamais arriver à faire pousser parce qu'elle va pas se plaire où je la mets, tout simplement. Alors qu'ici, c'est que des plantes qui naturellement se plaisent où elles sont, vu qu'elles n'ont jamais toutes seules. Donc voilà, c'est toute une logique à revoir aussi sur la façon de traiter toutes ces herbes non désirées. Et juste à chaque fois se poser la question, avant de l'enlever, est-ce qu'elle me gêne vraiment? Est-ce que je peux en faire quelque chose? Pourquoi elle est là? Parce que aussi ça permet d'avoir des indications sur son sol. S'il y a certaines herbes qui poussent, peut-être c'est qu'il y a un problème au niveau du sol, de surplus d'une matière, voilà. On sait que les orties aiment bien l'azote, j'en avais déjà parlé, la mousse, les sols acides, etc. etc. Donc voilà, c'est de réfléchir avant de sortir le motoculteur et le glyphosate, ou même la binette. On réfléchit. Allez, la suite. Ici, j'ai mon oseille, qui est là depuis un petit moment d'ailleurs, que je vous avais déjà montré. Et ici, juste à côté, pour ceux qui reconnaissent, c'est un pêcher. Et j'ai juste mis 2-3 noyaux de pêche ici. Et puis, ça devait être l'an dernier. Et puis là, j'ai un beau pêcher qui sort, donc des arbres potagers, c'est toujours intéressant. De l'agroforesterie, comme on dit. Ça va surtout amener de l'ombre, parce que c'est toujours un peu compliqué. Alors là, cette année, on n'a pas été trop embêté, mais quand on a du gros cagnard, de la grosse canicule, d'avoir un peu d'ombre au potager, c'est toujours intéressant. Donc de rajouter quelques arbres, voilà, ça permet de profiter de cette ombre-là, et puis de mettre des cultures qui n'aiment pas trop le plein soleil. Donc planter des arbres au potager. Allez, on arrive au bout. Ici, j'ai ma rhubarbe. Donc je pense qu'elle va pas rester là, je vais la déplacer à un moment donné. Mais là, je l'avais mise là l'an dernier, parce que j'avais plus que ça comme place. Pareil, je pense bientôt la multiplier.
On a fait une récolte il y a quelques mois déjà. Là, on voit que ça repousse pas mal, donc voilà, on peut supposer une autre récolte avant l'hiver. Quelques courges. Allez, on le fait en caméra embarquée. Je vais essayer de ne pas vous faire vomir. Je sais plus ce que c'est ça, mais c'est une courge. J'ai pu noter les variétés, mais c'est pas de l'hybride, hein, c'est des graines officielles, on va dire. Je sais que c'est pas de l'hybridé, mais voilà, une courge. Et puis on va aller au bout là-bas. Ici, alors je sais pas si on voit bien, j'ai une aubergine, enfin un plant d'aubergine d'ailleurs, avec plusieurs aubergines dessus. Ça, c'est comme le poivron que j'ai tout à l'heure, c'était un plant greffé aussi. Il y a un truc qui s'est passé là sur les aubergines, j'en ai un autre juste derrière. Alors, je sais pas si on va bien voir. Voilà, il y a des aubergines dessus. Plant greffé, comme toutes les solanacées, tomates, pommes de terre et compagnie, sujettes au mildiou. Et effectivement, là à côté, j'avais une planche de tomates. Il me reste au bout, on va en reparler tout de suite. Les plants d'aubergines, donc greffés, hein, que j'avais plantés, j'en avais 2, se sont fait dégommer par le mildiou mi-juillet. Ils étaient complètement démontés. J'ai rien fait, puis ils sont bien repartis pour le coup. Donc ça c'est cool, et ils me produisent des aubergines maintenant un peu plus tard. J'aurais dû prendre une photo sur leur tronche début juillet, mi-juillet. C'était pas fameux. J'aurais pas parié un copec sur le fait d'avoir des aubergines. Donc ça c'est cool. Allez, on va passer aux tomates. Il y a pas mal de petites choses à dire. Bon, les tomates. Il m'en reste quelques-unes. Comme beaucoup cette année, ça a été très compliqué sur les tomates. Ce qui est rassurant, c'est de voir qu'on n'est pas le seul, hein. Globalement, il y a une grosse partie de la France qui n'a pas mangé une tomate cette année, enfin du potager, hein. Après, on a toujours des solutions d'aller en acheter, mais voilà. Dans le sud, ils ont été un peu moins embêtés, mais nous, globalement, avec le temps pluvieux qu'on a eu sur juin, juillet, c'était très compliqué. Moi, ici, comment ça s'est passé? J'ai planté mes tomates, certaines un peu plus tôt, parce que je m'étais dit, effectivement, vu les années précédentes, les 2-3 années précédentes où on a eu des canicules, pas spécialement de la gelée sur mai, j'avais fait le pari de planter des tomates assez tôt en saison. Donc je les avais semées plus tôt, je les avais plantées dès début mai. C'était celles-ci, donc elles étaient finalement assez en avance. J'en avais planté d'autres un peu plus tard, j'avais étalé, j'avais mis des tomates un petit peu partout dans le potager, différents endroits, toujours un peu mélangés. Juin, beaucoup de pluie, donc cool, il n'y a pas besoin d'arroser, on est tous contents. Mais sauf qu'à un moment donné, la pluie ne s'arrête pas, il y a toujours une petite humidité ambiante. Et il y a un truc qui s'appelle le mildiou, qui est un champignon qui a commencé à se développer un peu partout. Je ne l'ai pas vu en juin, moi, j'ai le mildiou. J'ai taillé, mais pas trop, enfin ce que je fais habituellement, les quelques feuilles basses. Ce que j'avais fait cette année aussi, vu les années précédentes où défaut d'humidité au maximum, je m'étais dit je vais densifier mes cultures, c'est-à-dire que je vais planter les pieds plus rapprochés que d'habitude. Vous voyez, les pieds là ils sont à 30 cm, 40, alors qu'il faudrait qu'ils soient à 60 pour que ça circule bien. Mais c'était un choix que j'avais fait vu l'expérience des années précédentes. Bon du coup ça c'était pas la bonne année pour faire ça. Parce que effectivement, les pieds trop rapprochés, une taille peut-être pas assez forte, il aurait fallu vraiment tailler beaucoup plus cette année. Quoique ça peut avoir des effets pervers, hein, c'est que ça fait des plaies dans les plantes et que le milieu arrive plus à se propager. Mais voilà, moi ce qui s'est passé, je suis parti en vacances là une semaine début juillet. Pas trop de mildiou avant, même je ne l'ai pas identifié d'ailleurs. Et quand je suis revenu du coup de ma semaine de congé, le mildiou partout. Donc ces fameuses taches de pétrole, hein, qui ressemblent un peu à des taches de pétrole sur les feuilles, sur presque tous les pieds et sur tous les endroits du potager. Donc j'ai eu finalement, il n'était pas parti juste à un endroit que j'aurais pu contenir, il était vraiment partout. Donc déjà, premier truc, c'est que j'ai commencé à essayer d'enlever des feuilles un petit peu partout, là où qui était touché, mais vous voyez qu'il s'était déjà trop développé pour que je puisse agir, pour que je puisse faire des choses pour le contenir.
Si je l'avais vu dès le départ, une petite tache sur une feuille, etc., je l'aurais enlevé, peut-être que j'aurais réussi comme ça à le freiner ou à l'arrêter. Mais là, il s'était déjà trop développé. Donc j'ai des pieds qui ont fini fin juillet par être complètement cramés. Et puis j'ai des pieds comme ici qui ont commencé à repartir parce qu'il y a eu moins. Donc il y a quelques tomates dessus. Alors là, celle-ci elle est un peu attaquée, mais on a quand même récupéré quelques tomates, des petits cajots de tomates. Alors certaines étaient très belles, certaines étaient à trier, on va dire. Mais on a pu comme ça les cuisiner avec des courgettes, avec des trucs. Enfin voilà, c'est des tomates quand même qu'on a pu consommer. Euh, il y a plusieurs du coup choses à dire sur le mildiou. Il y a deux écoles, hein. Vous voyez un peu ça partout. Il y a ceux qui font rien, et puis à l'autre extrême, il y a ceux dès qu'ils voient une tache de mildiou, Ils arrachent tous les pieds, ils les exportent à 300 km du potager, ils les brûlent, ils mettent de l'ail, ils mettent un crucifix, enfin je sais pas ce qu'ils font. du coup le but c'est d'enlever cette fatiguement charge, alors pas charge virale, c'est le mot du moment, mais charge en sport, parce que le mildiou c'est un champignon, ça se produit en sport. C'est d'écarter tout ça du potager et voilà, et le brûler, ce qui est interdit d'ailleurs, hein, entre nous, brûler des déchets verts, c'est interdit. Euh, donc moi ce que j'ai fait, j'ai essayé de tailler un petit peu, bon j'ai vu de toute façon que ça servait à rien, à un moment donné j'ai rien fait. Je me dis que le mildiou il est là, les spores sont là, donc que je les enlève, ça va pas enlever ça va pas changer le débat, que j'enlève les pieds. Les spores sont de toute façon dans le sol. La preuve, c'est qu'ils sont arrivés alors que j'en avais pas eu les années précédentes et là, et voilà, là j'en ai eu. Donc après, le truc, c'est que pour arriver à les limiter les années suivantes, c'est qu'il va falloir que je change un petit peu mes pratiques. Donc c'est-à-dire espacer plus les pieds. Après, au niveau des tailles, bah, il n'y a pas de règle. On peut essayer de tailler les feuilles du bas pour essayer d'améliorer la ventilation au bas des pieds. Mais bon voilà, après ça dépend des années. C'était une année à mildiou, c'était une année sans tomate. Bon bah c'est pas grave, hein. On a mangé des courgettes, on a mangé d'autres trucs. C'est vrai que c'est une culture, souvent on compte bien dessus, mais bon, cette année ça n'a pas été, ça a pas été la folie. Mais voilà, c'est comme ça, c'est pas très grave. On fera mieux l'année prochaine. Je vais vous montrer un petit parterre de tomates cerises pour illustrer aussi ce que je viens de dire. Donc ici, même chose. Parterre de tomates cerises, j'avais densifié un peu intentionnellement pour faire un buisson. Bon, mon buisson il s'est pris du mildiou au mois de juillet. Autant dire sur les tomates cerises, comme ça buissonne encore plus que les tomates qu'on essaye de faire grimper. Bon, bah là, une fois que le mildiou s'est mis dedans, soit on arrache, soit on fait rien. En gros, voilà, moi j'ai choisi de rien faire comme d'habitude. Et puis, bah, je vois que là, j'ai quand même pas mal de tomates cerises qui repartent. Voilà, et du coup, là maintenant, je récolte des tomates. On a récolté quelques petits bols. Alors, c'est pas des grosses productions, mais si j'avais tout arraché dès que j'avais une tache de mildiou, bah, j'aurais eu zéro. Bah là, j'ai pas zéro, j'ai quelques tomates. Et elles sont super bonnes. Donc voilà, quand vous avez du mildiou, bah, lâchez l'affaire. Alors un autre petit mot, il y a un truc qui s'appelle la bouillie bordelaise. Bouillie bordelaise, c'est du cuivre. C'est utilisable en agriculture biologique. Donc c'est pas considéré comme un produit en ide, comme on dit, un pesticide, tout ce qu'on veut. C'est utilisable en bio. On craint rien pour l'homme. On peut en mettre, il n'y a pas de débat. Par contre, ben, ça pollue le sol. C'est du cuivre, hein. Donc ça va polluer toute la vie du sol, les champignons, voilà, tout ça, ça va polluer. Alors je dis pas qu'en mettre une fois, deux fois peut-être sur la saison, ça va pas amener des doses énormes dans le sol. Mais cette année, ce qui s'est passé, c'est que sur mai, juin, juillet, juin, juillet surtout, ben, il a plu tous les 2 jours. Ça fait tous les 2 jours, il aurait fallu remettre sa dose de bouillie bordelaise. Parce que ça se rince, c'est dans le sol, et puis après, ben, ça fait plus d'effet sur le mildiou. Et ben, du coup, tous les 2 jours, ben, là, ça met des doses quand même dans le sol assez significatives. Et, euh, et ben, moi, c'est pas ce que j'ai voulu faire, hein. Le but, c'est pas de polluer mon sol pour garder 3 tomates, hein. Le but, c'est de préserver mon sol parce que c'est ça l'outil de production. C'est bien, toujours dans la logique, de cultiver le sol avant de cultiver les légumes. Donc bouillie bordelaise, globalement, j'en mets pas. Ni en préventif, ni en curatif. Euh,
effectivement, peut-être que si j'avais traité tous les 2 jours, peut-être que j'aurais eu plus de tomates. Bon, je suis pas sûr que le jeu en vaut la chandelle, donc pas très grave. Il y a quelques tomates, on est quand même content d'en manger, on en profite, on les savoure comme on dit. Mais voilà. J'ai une charge peut-être de mildiou maintenant dans mon sol. On verra les années prochaines. Sur cette planche-là, je ne remettrai pas des tomates l'an prochain. Peut-être pendant 2 ans, je ne vais pas remettre de tomates. Faut se dire aussi l'hiver avec les gelées, hein, ça tue les spores de mildiou. Donc on peut aussi se dire que l'hiver passant, ça va réduire la charge. Peut-être que l'an prochain ici, je mettrai des radis, des laitues, des je sais pas quoi, des courgettes, pourquoi pas. Enfin voilà, je mettrai autre chose, pas des tomates. Mais voilà. Un dernier petit mot, un petit truc que j'ai lu il y a pas longtemps. Euh, c'est intéressant. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces pieds de tomates qui sont pleins de mildiou? Moi, je fais souvent du compostage de surface. Je vais pas prendre ces trucs-là pour les laisser au sol. Le but, c'est quand même, idéalement, de ne pas les laisser se décomposer au potager. Euh, Ce que je vais faire en fin de saison, c'est que je vais les prendre, je vais faire un tas de compost un peu à part, je vais les laisser sur le terrain, je vais les laisser se composter. Par contre, c'est un compost que j'utiliserai pour les fruitiers après. Parce que le mildiou s'attaque pas aux fruitiers. Et c'est globalement ce qu'on peut faire, ce qu'on fait du compost, c'est avoir un tas de compost pour le potager où on met les déchets des fruitiers, et un tas de compost pour les fruitiers où on met les déchets du potager. Ça permet de ne pas mélanger les... C'est un truc que j'ai lu ça dans le potager permacole, je crois, dans la revue. Donc ouais, je trouvais ça assez intéressant. Allez, je vous montre un dernier petit truc avant de clore la vidéo. Eh ben on y va. Allez, un dernier petit truc que je voulais vous montrer, c'est un roncier. En gros, j'ai laissé des ronces sur un côté du terrain. Donc là, on est de l'autre côté de la maison par rapport au potager. J'ai laissé des ronces qui étaient là, hein, qui sont venues toutes seules, se développer. Je les ai pas arrachées, c'est vrai que les ronces ça peut être souvent un peu emmerdant, ça griffe, ça, voilà, c'est pas forcément agréable, mais on est bien content de manger des mûres quand il y en a. Donc au lieu d'aller faire le tour des terrains dans les champs, les tours des chemins, etc., moi j'ai dit je vais laisser une partie, là j'ai donc peut-être 5 mètres linéaires de ronces sur un côté du terrain. Et ben, je laisse se développer. Alors ce qu'il faut c'est pas les couper parce que la mûre se produit sur la ronce de l'année d'avant. Donc si on coupe tous les ans, ben, on n'aura jamais de mûre. C'est un peu comme les framboisiers. Euh, mais voilà, là ils sont, je vais vous mettre des photos, là ils sont bien remplis de mûres. Donc on va pouvoir récolter ça, les mûres à domicile, sur pour l'instant un coin de terrain qui ne me servait pas. Donc pareil, hein, n'hésitez pas à laisser les ronces se développer, ça vous amène des mûres directement du producteur au consommateur, comme on dit. Bon voilà, c'était le petit bilan de fin de saison. Il y a eu pas mal de petites choses à dire. On voit que là, je pense que le mois de septembre part pour être un beau mois, donc on va avoir une bonne arrière-saison, donc je pense qu'il y aura pas mal de choses à faire. On voit que l'herbe commence à être cramée, hein. D'habitude, ici, l'herbe est cramée à partir de mi-juillet. Là, il a fallu attendre un mois de plus, hein, pour qu'elle commence à jaunir. Donc voilà, on voit que ça a été une année un peu particulière pour le potager. On vient d'en parler. La suite, peut-être une vidéo sur le potager d'automne. J'ai encore rien fait parce que c'est vrai que depuis 15 jours, là, il fait quand même assez beau. Et si on commence à semer des trucs, il faudra arroser dans tous les sens, 2 fois par jour. Donc bon, je préfère attendre. Qu'il y ait voilà, une petite baisse des températures, une petite humidité qui revienne pour remettre des radis noirs, des navets, plein de choses. Je commence à faire quelques semis quand même en godet, mais je vous parlerai de tout ça dans une prochaine vidéo. Et puis sur le terrain que je vous avais présenté aussi, il y aura des choses à venir. Là, je vais essayer de planter pas mal d'arbres cet automne pour démarrer justement la constitution de la forêt à venir. J'ai déjà mis des petites choses, mais on en reparlera. J'ai toujours mes pommes de terre que j'avais plantées là-bas, qui sont toujours pas récoltées. Bon, les pieds ont été plus longs à sécher qu'ici, hein. Ici, j'ai récolté, il m'en reste un petit peu, mais j'ai récolté une grosse partie. Là-bas, j'ai encore rien récolté, hein. Donc il va falloir que je surveille ça sur septembre, et puis je vous ferai peut-être une vidéo de la récolte des pommes de terre là-bas aussi. Comme je vous ai fait une vidéo de la plantation, comme ça on aura le avant-après. Allez, à la prochaine!